tous, nous sommes au Presse Club Bruxelles. Nous sommes venus assister à une conférence de presse animée par le secrétaire général de l'UDPS, M. Bruno Mavungu, et le secrétaire général adjoint, M. Bruno Tshibala. Donc là, nous allons vous laisser découvrir un tout petit peu leur manière d'aborder différentes questions en rapport les enjeux politiques actuels. Il s'agit effectivement du dialogue et du processus électoral actuel. Nous vous laissons suivre ces hôtes et nous reviendrons à vous tout à l'heure. Merci. ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, pour le rendez-vous des internautes. Mesdames et messieurs de la presse, chers combattantes, chers combattants, chers compatriotes, distingués invités, au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social en cycle l'UDPS, parti dont j'ai l'honneur et le plaisir d'être le représentant en Belgique, je voudrais vous remercier pour avoir accepté de rehausser de votre présence cette rencontre entre la presse et notre parti, l'UDPS. Une rencontre au cours de laquelle seront abordés les sujets d'actualité sur la politique du Congo, notre pays. Comme vous pouvez le constater, ces sujets seront traités par deux personnalités qui sont les plus hauts cadres de notre parti. Il s'agit du secrétaire général du parti, M. Bruno Mavungu, ici à ma gauche directement. Secrétaire général, mettez-vous un peu de haut. Nous vous remercions, mesdames et messieurs de la presse, d'avoir répondu à notre invitation et aux organisateurs de cette rencontre. Nous sommes ici en Belgique, en mission officielle, sur invitation de notre président pour examiner avec lui la situation politique du pays et celle de notre parti. C'est dans ce cadre que nous sommes invités par la représentation du parti à animer cette conférence de presse. Je vais donc passer la parole à notre porte-parole pour vous livrer la substance de notre message. Porte-parole. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, combattantes et combattants de l'UDPS, chers compatriotes, distingués invités, de prime abord, tenons à saluer la présence du chevalier de la pluie et de tous les compatriotes qui ont fait le déplacement de succès à ces jours, témoignage de leur solidarité avec notre frère en détresse continue, et aussi de leur détermination de voir s'arrêter le régime d'imposture en place, cette tentative désespérée de s'arrêter encore au pouvoir dans notre pays. Nous voudrions également remercier vivement les combattants et combattants de l'UDPS pour leur présence à cette conférence et
surtout pour tous les sacrifices et leur dévouement à la cause du parti et du peuple congolais. Nous ne manquerons surtout pas de saluer le combattant suprême, notre chef, Étienne Tshisekedi Ouakoulumba, hôte depuis quelque temps de cette ville. Il aurait pu être avec nous en cellule, mais empêché, il nous a chargé de vous transmettre ces salutations et compte sur votre indéfectible soutien en vous exhortant d'avoir foi dans l'avenir traduit du Congo, l'avenir qui passe par une réconciliation sincère des enfants du pays et une mobilisation tous azimuts de toutes les forces vives de la nation. Nous saisissons cette opportunité pour réunir la paix solennelle de notre président à toutes les forces politiques et sociales du changement de se ranger aux côtés de l'UDPS dans ces grands rassemblements républicains pour exiger la tenue immédiate. Il y a alors dans les objectifs principaux sans élaboration d'un calendrier qui tient compte du délai constitutionnel, l'organisation des processus électoraux crédibles et dans un climat apaisé, le transfert pacifique du pouvoir dans le respect de l'expression des notre peuple. En liminaire, l'UDPS souligne que la situation politique de notre pays, toujours préoccupante et inquiétante, est telle, s'évoquant donc l'explosion, ne peut être néfaste dans un pays non établi. Sans doute que la psychose de fin de règne explique les incertitudes des uns et aussi les atténuements de régime en place de s'engager rapidement sur la voie de solution susceptible de mettre fin à la crise. Cette communication sera axée sur la position de l'UDPS relative à la crise politique et de légitimité qui mène la République démocratique du Congo et sa vision pour en sortir. Nous allons donc nous présenter brièvement sur le point suivant. 1. La situation politique. 2. L'emballement du pouvoir et sa politique du chaos généralisé. 3. Le dialogue politique et les consensus pour résoudre la crise et baliser l'avenir. Et enfin, 4. Le schéma des UDPS. 1. Situation politique du pays. Il convient de rappeler que revenu à Addis Abeba, Éthiopie, le 25 mai 1963, pour signer et sceller la charte de l'Organisation des militaires africaines, OUA, aujourd'hui, Union africaine. Les dirigeants africains avaient exprimé leur foi dans l'unité du continent et leur espoir de voir le Congo, dont les richesses du sol et du sous-sol sont à même de nourrir toute l'Afrique et une partie de l'Europe, jouer le rôle de premier plan sur le continent. Le Congo était et reste l'espoir de l'Afrique. À cause de l'absence d'une gouvernance démocratique, la corruption et l'incurie des dirigeants, exacerbée par le régime des défis en place, le Congo est à ce jour la dixième du monde. Il est classé le dernier pays le moins avancé et son peuple le plus misérable du monde. À l'heure qu'il est,
la RDC traverse une grave crise politique et de légitimité qui paralyse le fonctionnement de l'État. Celle-ci trouve son origine dans les coups de force, autrement dit, les ordres électoraux opérés par M. Joseph Kabila et son groupe lors de l'élection présidentielle de novembre 2011. Cette élection, comme chacun le sait et le reconnaît, a été remportée par Étienne Tshisekedi et l'écrasante majorité du peuple congolais a été félicité, président de la République. Pour son intérêt personnel et celui de son groupe, Joseph Kabila avait choisi de ne pas s'incliner devant la volonté du peuple et de régner par défi, créant ainsi l'actuelle crise. En plus de lui-même, dont le mandat est usurpé, toutes les institutions de la République sont illégitimes et pour certains, hors mandat. Il en est ainsi du Sénat, des assemblées provinciales et des gouverneurs de province élus en 2006 et qui sont toujours en fonction au nom de la loi de la jungle. Bref, une rupture totale du pacte républicain laborieusement négocié et scellé le 17 décembre 2002 à Pretoria dans l'accord global et inclusif à l'issue du dialogue intercongolais de Samsi. 2. L'emballement du pouvoir et sa politique du chaos généralisé. Au lieu de faire pour un fonctionnement harmonieux des institutions, instaurer un état de droit, garantir la bonne gouvernance et l'alternance démocratique au pouvoir, comme consigné dans notre Constitution, le pouvoir multiplie les actes destinés à engendrer un chaos généralisé dans le pays, dans le seul souci de glisser au-delà de novembre 2016. C'est ainsi qu'il faut comprendre que le pouvoir, après avoir instrumentalisé la CENI et réalisé une cagnotte de 250 millions de dollars par exercice budgétaire à compter de 2012, ce qui donne un total de 1 milliard de dollars plus pour financer les élections, n'a décaissé qu'à peine 17% de celles-ci. Plus grave encore, le pouvoir allait qu'il est incapable de débourser 2 millions de dollars pour permettre à sa CENI d'organiser l'élection du gouverneur de province, il s'est pourtant empressé de créer de toutes pièces. C'est aussi le sens du démembrement précipité de 9 de nos provinces pour en créer 26, sans tenir compte des critères objectifs devant présider à leur création. Ceci a tout simplement contribué au désordre dans l'administration du pays. Venant du pays, nous informons que ces nouvelles provinces sont tout simplement des morts-nés. La Cour constitutionnelle, mise en place à la hâte, est constituée des seuls partisans du régime. L'a été que dans le seul but de conforter la politique de la confiscation du pouvoir. Rajouter la situation de sécurité et le risque qu'elle fait peser sur l'avenir du pays exige qu'on me laisse retour rapidement pour mettre un coup d'arrêt à la politique de la terre brûlée. 3. Le dialogue politique et les consensus pour résoudre la crise et relancer le processus démocratique. Devant la faillite de l'État congolais et l'ampleur de la crise politique et sociale en RDC, et répondant à l'appel lancé le 9 décembre 2011
par le président Tshisekedi pour un règlement de la crise engendrée par les auteurs du hold-up électoral, le Conseil de sécurité des Nations Unies a initié l'accord 4, signé le 24 février 2017 à Addis Abeba. Lequel accord a reconnu que les institutions du pays ne répondaient pas aux attentes du peuple et a préconisé la réconciliation des Congolais durant cette situation. Les 3 résolutions subséquentes du Conseil de sécurité, la 2098, la 2147 et la 2011, ont à leur tour prescrit la tenue d'un dialogue politique inclusif de Congolais sous la facilitation du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC en vue de favoriser la réconciliation, la démocratisation, l'organisation des élections présidentielles et législatives transparentes, crédibles et apaisées. L'UDPS est partie prenante à ce dialogue qui constitue le cadre par excellence en vue de trouver entre Congolais un compromis pour mettre fin à la crise et amorcer un processus électoral crédible et transparent, conduisant inévitablement à l'alternance politique en 2016. 4. Le schéma de l'UDPS. De ce qui précède. 1. Le dialogue politique est pour l'UDPS la seule voie royale pour sortir de l'impasse actuelle et dégager un consensus autour du processus électoral en cours, dont le terminal est septembre 2016, et enfin baliser la voie vers un avenir meilleur pour le fils et le fille du Congo. 2. Dans le cadre de la réconciliation, le dialogue devra procéder à une évaluation de l'élection 2011 et d'en tirer toutes les leçons pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir. 3. Le processus électoral en cours devra se dérouler impérativement dans le respect de la Constitution et des délais que celle-ci prescrit, et par conséquent, aucun glissement ne sera toléré. 4. Pour hâter la tenue du dialogue, le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Mulumba, vient de saisir le secrétaire général de l'ONU afin de lui demander instamment de désigner le facilitateur international chargé de rapprocher le parti au dialogue et en assurer la convocation. 5. Pour l'UDPS, la CENI qui a joué le rôle de levier de la tricherie et de tripatouillage des résultats doit entièrement être recomposée. 6. Pour l'UDPS, dépassé fin novembre 2015, le dialogue risque de devenir sans objet, auquel cas le parti et son président s'en remettront aux Congolais et Congolais pour décider de leur destin commun. Tel est, mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, il serait d'inviter la vision de l'UDPS pour sortir de l'impasse actuelle et éviter à la RDC un naufrage prévisible. Nous vous remercions et sommes à votre disposition pour vos questions. Je voulais vous demander comment pouvez-vous à la fois dire que le régime est illégitime, pratiquer un vote électoral, et lui demander d'organiser des élections dans le délai prescrit par la Constitution. Nous sommes exactement dans l'impasse. M. Kabila sait très bien qu'il dirige par défi et c'est volontairement
il est prêt à aller sans s'arrêter. Je crois déjà, aujourd'hui, tout le monde est en train de voir que pour lui, il ne veut nullement s'arrêter. Il n'est ni pour les élections, il n'est ni non plus pour les dialogues. Donc pour lui, il a conquis la RDC, on les laisse faire. Alors, on se dit, du point de vue de la Constitution, il y a quand même des limites. Si jamais on peut passer par la Constitution, et nous disons, tant mieux. Que, oui, c'est vrai, M. Kabila est illégitime, c'est vrai, mais il est président de fait, il faut le reconnaître. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive au Congo. Souvenez-vous que au lendemain de son discours du 24 avril 90, c'était pareil. Mobutu, quelques mois plus tard, tombait dans l'illégitimité par rapport à son mandat, et on lui a quand même demandé d'organiser la conférence nationale souveraine, ce qu'il a fait, qu'il a tenté de récupérer, mais par la force des choses, il a dû reconnaître la réalité, et donc on a vu ce qui s'est passé. Donc c'est possible. Au nom de l'intérêt supérieur de la nation, on peut fermer les yeux sur cette illégitimité, constater qu'il est président de fait et accepter d'aller au dialogue avec lui, parce que, qu'on le veuille ou non, il est quand même un acteur, enfin partie prenante à la crise politique congolaise. Il est un fait que l'UDPS a choisi la voie la plus difficile. C'est la non-violence. Et avec la non-violence, l'UDPS ne peut accéder au pouvoir que par la voie des urnes. Malgré le fait, c'est un fait évident, que M. Kabila n'a pas été élu, il n'a pas de mandat. Il est illégitime. Mais il se fait que, comme il y a un accord qui nous demande de nous retrouver, de nous parler et de trouver un compromis pour avoir un processus électoral consensuel, s'acceptant d'aller à ce dialogue et d'avoir un consensus qui va faire en sorte que, pour le cycle électoral en cours, qu'il ne soit plus possible d'opérer des fautes et des tricheries, et que, réellement, la volonté du peuple soit respectée. Et donc, c'est pour des raisons de principe et des options fondamentales qui sont les nôtres que nous avons acceptées, malgré le fait que l'illégitimité de M. Kabila est une évidence, d'aller discuter et de prendre des dispositions pour que, avec le cycle électoral présent, il n'y ait pas de fraude. Et il y en aura plus. Parce que, comme on l'a dit dans le message, l'Olivier qui servait de fraude et de ficherie, nous avons demandé sa recomposition. Et donc, avec la recomposition, avec un contrôle de la centrale électorale par toutes les composantes, les conditions d'une nouvelle ficherie ne seront plus prévues. Congo indépendant. Ma question, je vais commencer d'abord par rappeler un adage qui dit un empire bâti par la force des armes se conserve par la force des armes. Et même les prêtres de la SECO avaient rappelé cet adage. Vous avez eu des contacts avec les délégués de Joseph Kabila. Il semble que l'UDPS a même claqué la porte. Pensez-vous que cette fois-ci, les raisons qui vous avaient poussé à claquer la porte vont disparaître lors du dialogue sous la médiation de l'ONU? Oui, merci. Vous avez parlé des empires bâtis par la force des armes. Mais quel est cet empire? Si nous connaissons ces empires bâtis par la force des armes, et nous n'en connaissons pas un seul qui soit resté éternellement. Ça s'écroule toujours.
Donc, ici, nous pensons que avec M. Kabila, ça va s'écrouler maintenant. Alors, parce que vous avez parlé des contacts avec l'UDPS et que l'UDPS avait bloqué. Effectivement, il y avait des contacts. Parce que dans tout ce qu'on fait, que ce soit les dialogues que nous exigeons, il y aura toujours au préalable des contacts. Pourvu que les deux parties soient sincères. Nous avons remarqué que nos amis n'étaient pas sincères, ne fût-ce que dans la discrétion. Et nous nous sommes dit, mais qu'est-ce que c'est? Et nous avons coupé. Donc, des armes, oui, nous savons. On va tuer, oui, mais en fin de compte, c'est un peu racé. Et c'est pour très bien. Oui, ajoutez. Une négociation pour arriver à un accord est toujours précédée de plusieurs rounds. Pour que nous signions l'accord cadre d'Addis Abeba, l'accord global et inclusif de Pretoria, qui fonde le régime institutionnel actuel. Nous sommes passés par Pretoria, par Cotonou, par Addis Abeba. Gaborone, il y a eu plusieurs rounds. Et au cours de ces différents rounds, vous discutez, vous ne vous entendez pas, vous rentrez, jusqu'à ce que vous arrivez à accorder les vues et enfin aller à l'accord. Ce qui est arrivé avec le système Mobutu, c'est un premier round. Il y a eu un deuxième. Et nous pensons que c'était nécessaire pour déblayer le terrain, baliser la voie. Mais la détermination qu'il y a, parce qu'il n'y a pas une autre voie en dehors du dialogue, c'est d'arriver à nous mettre d'accord pour tenir ce dialogue, dégager un consensus qui va nous mettre fin à la crise et d'avoir un processus électoral crédible et apaisé. En dehors de cette voie, il n'y a pas d'alternative. L'alternative signifierait l'affrontement, donc la guerre civile. Aucune guerre n'a résolu un problème. Nous avons tenté avec l'AFDL, on vient de la citer, nous nous sommes retrouvés dans une situation pire qu'avant, avec des gens qui se définissaient eux-mêmes comme des aventuriers. Et si nous n'arrivons pas à régler le problème par un dialogue, par compromis, nous pensons que nous risquons de connaître un impact encore plus grave. Donc pour nous, ce qui est arrivé avec le premier round, c'est ça qui arrive souvent quand on négocie pour arriver à un accord. Lequel accord va vous permettre de vous accorder et donc d'aller de l'avant. Donc nous ne désespérons pas. Nous pensons qu'on peut faire preuve de mauvaise foi lors d'une première rencontre et la deuxième, on privilégie l'intérêt général et on signe l'accord. Je crois que contrairement à l'impression que ça donne, le pouvoir est dos au mur. Il ne sait pas à quel sens se pourrait. Il tient aussi à ce compromis-là. Parce que si nous allons à l'affrontement, c'est lui qui sera perdant. Chemin Saranti de l'agence Info Grand Lac. Jeune Afrique a rapporté dans un article une rencontre qui aurait eu lieu mercredi à Londres entre des acteurs qui n'ont pas été cités jusqu'à présent, Vital Kamerhe et Moïse Katumbi, donc je voudrais avoir un peu votre réaction par rapport à cette rencontre. C'est une source de préoccupation pour vous. Et puis la deuxième, elle concerne le président de la CENI. Donc la majorité des 8 confessions religieuses du pays ont proposé plutôt Corneille Nangaa, mais l'Église catholique ne l'a pas fait. Quelle est votre réaction par rapport à ce choix et la nomination de Corneille Nangaa, est-ce que vous l'approuvez?
Oui, je dirais, par rapport à la rencontre Kamere-Katumbi, ça va de soi, c'est tout à fait normal que deux acteurs politiques importants de la classe politique congolaise se rencontrent. Donc nous n'avons pas du tout à y voir un danger ou un inconvénient pour nous. D'autant plus qu'il nous est arrivé aussi à discuter avec les uns et les autres. Et ça n'avait pas fait de problème. Alors en ce qui concerne les 8 confessions religieuses qui ont choisi M. Corneille Nangaa, vous remarquerez que ce n'est pas la première fois. Lors de la désignation chahutée de M. Malou Malou déjà, c'était les mêmes confessions religieuses dont on connaît plus ou moins les accointances qui avaient déjà choisi l'abbé Malou Malou. Je crois que ce n'est pas dans ce sens qu'il faut aller. C'est pour ça que nous exigeons un dialogue qui va permettre aux uns et aux autres d'être sûrs du processus électoral. Et nous pensons en tout cas que la désignation non seulement du président de la CENI, mais de tous les autres membres du bureau et même plus bas, tous ceux qui vont s'occuper de la partie technique des opérations électorales, leur désignation devra, au cours du dialogue, être scrutée, vraiment passer au peigne fin, pour que les uns et les autres soient rassurés. Donc l'arrivée de ce M. Corneille Nangaa qui sort de nulle part, on va dire, n'est pas pour rassurer et n'est pas du tout pour aller vers des élections apaisées. La perspective de l'élection présidentielle de 2016 donne lieu à des conciliabules, de tentatives de rapprochement, même une recomposition de l'espace politique congolais. C'est tout à fait normal. Depuis un certain temps, ceux qui se sont rencontrés à Londres se faisaient des appels de pied. Mais nous pensons que l'élection présidentielle qui vient sera le rendez-vous des hommes et du peuple, et tout se passera dans la démocratie. Cheikh Fita, info en ligne des Congolais de Belgique. La politique, c'est généralement un rapport de force. Vous voulez négocier tant que celui qui a tous les moyens ne le veut pas, et il n'y aura pas de dialogue. Vous voulez dialoguer avec M. Kabila, qui est fort de son argent, de l'armée, des services de sécurité, etc. À quelle force allez-vous recourir pour qu'il sente que la balance a changé et qu'il fasse marche arrière? Je crois que mon collègue l'a déjà dit ici. l'UDPS a choisi la non-violence. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons prendre des armes pour déloger M. Kabila. Donc nous continuons dans nos méthodes. C'est ainsi déjà, je dois vous dire, au pays, nos bases se mobilisent pour reprendre la rue. Nous allons recevoir tous nos représentants ici et pour qu'ils nous aident dans ce sens-là. Donc, nous n'avons pas des armes, nous n'avons pas d'argent, nous avons le peuple. Et c'est ce peuple-là qui doit se battre. Bravo. Monsieur Fita, lorsque l'UDPS luttait contre la dictature de Mobutu, on lui disait la même chose. Vous combattez quelqu'un qui a des armes, mais je crois qu'à la fin de compte, c'est Mobutu qui a pleuré et ce n'est pas l'UDPS. Aujourd'hui comme hier, l'UDPS compte sur la détermination de ses combattants, sur la détermination du peuple congolais. Le peuple ne veut pas
et confiscation du pouvoir. Le peuple ne veut pas les gens qui viennent pour s'enrichir et non pas s'occuper de son intérêt, du bonheur de tous. Et c'est ce peuple-là que si nous n'avons pas le dialogue d'ici novembre, qui va prendre son destin à main, et peut-être le Kabila ne va pas se retrouver là où il est aujourd'hui. Damien Twambi de EDTV. Mes questions, c'est... enfin, je voulais particulièrement à M. Djibala. Vous avez évoqué tout à l'heure des instruments internationaux, hein, l'accord d'État de Loma et tous les autres corollaires, dans lesquels il est clair. Eux, ils recommandent que ce soit les autorités politiques qui puissent convoquer un dialogue politique éventuel. Alors, vous nous informez aussi que le président Tshisekedi vient d'adresser une correspondance aux Nations Unies où il demande à ce qu'on puisse désigner un facilitateur qui devrait convoquer le dialogue politique. Je pense qu'il y a une sorte de contradiction ou peut-être un non-respect, une volonté de ne pas respecter les textes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est par rapport aux moyens financiers, conditions financières. Il est clair qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a vraiment pas d'argent. Supposons même que par rapport aux exigences qu'on a vues dans la feuille de route, où il faudrait élaguer tous les autres types d'élections, on ne reste qu'avec les élections présidentielles, il faudrait mobiliser plus ou moins 600-700 millions de dollars. Il n'y a pas cet argent. Le gouvernement le Parlement a voté dernièrement, enfin ils sont en train de discuter autour du budget pour l'année prochaine, et ils sont arrivés à plus ou moins 8 milliards de dollars, c'est-à-dire que ça ne va même pas dans le sens de pouvoir accroître le chiffre. Quels sont les mécanismes, malgré le dialogue, même si on va au dialogue, le problème financier se posera quand même. Ça veut dire que les élections restent hypothétiques. Qu'est-ce que préconise l'UDPS par rapport à cela? J'ai d'autres questions, mais je poserai après. Merci. Oui. Le dialogue dont l'UDPS est acheteur, c'est lequel? C'est le dialogue qui a été préconisé par les 3 résolutions du Conseil de sécurité. Et la résolution 2211, la toute récente, dit très clairement que ce dialogue se fera sous les bons offices du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Congo en vue de favoriser la réconciliation, la démocratisation et la tenue d'élections présidentielles, législatives, crédibles, transparentes et apaisées. C'est ce dialogue-là qui doit donc être convoqué par le représentant spécial, qui est le facilitateur. Nulle part, il est dit que ce sont les autorités de Kinshasa qui devront convoquer le dialogue. Nous sommes acheteurs du dialogue tel que prévu par les 3 résolutions. Et c'est ainsi que, comme on vient de le dire, le président a encore une fois saisi le secrétaire général des Nations Unies, demandant instamment désigner facilitateur pour qu'il appelle le parti à se rapprocher et donc à amorcer le dialogue. La question des moyens, vous avez raison, la question des moyens, c'est une question essentielle, une question cruciale. Nous venons de vous démontrer qu'à partir de l'exercice budgétaire 2012, le gouvernement a économisé 250 millions de dollars par exercice budgétaire. Mais au moment où nous parlons, il n'a pas 2 millions pour financer les élections. C'est fait sciemment. Où est parti cet argent? Ils ont détourné cet argent parce que, effectivement, ils n'avaient pas la volonté d'organiser les élections. Mais dans les différents contacts que nous avons avec les Nations Unies, l'Union européenne, il nous a été assuré que la communauté internationale est disposée à financer les élections au Congo, si nous acceptons de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les élections présidentielles et législatives.
Et ils sont disposés à le faire dès lors que nous nous mettons ensemble et accord pour que les élections se passent dans le respect de la Constitution et des délais. C'est-à-dire, comme l'UDPS l'a suggéré, au plus tard, septembre 2016, nous organisons l'élection présidentielle couplée de l'élection législative. Le reste du temps, c'est pour arriver à la passation civilisée de pouvoir entre président élu et M. Kabila. Et donc, si nous allons vite au dialogue, la communauté internationale est prête. Et d'ailleurs, d'après un sous-secrétaire d'État qui était à Kinshasa il y a 3 jours, 60 millions sont déjà disponibilisés si nous allons vite au dialogue. Donc, pour vous dire, messieurs, que la question des moyens, évidemment, se pose lorsqu'il s'agit du gouvernement congolais, mais pour la communauté internationale, ils sont prêts. À nous d'aller au dialogue, d'avoir un calendrier consensuel, régler la question du fichier électoral et les autres questions connexes. Nous aurons les élections dans le délai, l'argent est là. Encore une question, si vous le permettez. Vous avez fait allusion, vous avez fait référence aux 3 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Au Burundi, on voit que la communauté internationale est prête à imposer des sanctions aux proches du régime, afin de favoriser le dialogue. Est-ce que vous préconisez cette voie également? Nous pensons que lorsque la mauvaise foi du pouvoir se sera avérée et qu'il faille envisager autre chose que le dialogue, nous allons demander effectivement toutes sortes de pressions et de sanctions contre le pouvoir qui aura démontré que ce n'est pas un pouvoir démocratique, ce n'est pas un pouvoir qui se résout finalement à accepter l'alternance et qu'il faille conjuguer les efforts au niveau interne et international pour les forcer à courber les chemins. Donc nous allons effectivement soutenir des pressions, des sanctions qui viendraient de la communauté internationale si, dépasser le mois de novembre, comme nous venons de le dire, le pouvoir du Kinshasa ne fait pas preuve d'ouverture. Nous voulons savoir quelle est la relation qu'a l'UDPS avec la dynamique de l'opposition, d'autant plus que vous avez demandé que les autres partis se joignent à vous pour faire une coalition. Mais nous n'avons pas, nous voulons savoir quelle est votre relation et de 2, quelle est la capacité que vous avez pour pouvoir encadrer les manifestations qui vont arriver après les autres. Merci de m'avoir écouté. Avant qu'ils s'érigent en dynamique de l'opposition, nous étions déjà ensemble. Et c'est ensemble que nous avions réclamé la tenue d'un vrai dialogue. Mais il se fait malheureusement que les amis de la dynamique, aujourd'hui, ils sont spécialistes des revirements. Or, l'UDPS est champion de la constance. Parce que la constance va de pair avec la consistance. On ne peut pas reprocher à l'UDPS de ne pas vouloir se rallier avec les autres. Mais le problème qu'il y a, c'est le problème de l'inconstance. Après que les amis aient même créé une plateforme avec des structures, j'informe que monsieur le secrétaire général de l'UNC était coordonnateur de la structure qui exigeait la tenue du vrai dialogue, que M. Esther Jumbikaï en était le porte-parole. Curieusement, ils ont disparu du radar. Vous commencez à le chercher, vous ne comprenez pas. Et quand ils reviennent, c'est pour dire nous ne voulons plus du dialogue. Mais entre-temps, ils disent qu'il nous faut avoir un calendrier électoral consensuel. Comment peut-on avoir un calendrier électoral consensuel quand on ne se retrouve pas pour dialoguer? Donc c'est une incohérence, une contradiction. Parce que pour arriver à avoir un consensus, il faut se mettre ensemble. On fait un consensus sur 2 choses, les 2 points de l'ordre du jour, si vous suivez notre feuille de route.
l'audit du fichier électoral et le calendrier électoral, mais ils disent que nous ne voulons pas dialoguer. Alors, les relations que nous avons avec la dynamique, notre président a lancé un appel au rassemblement. Le président vient de dire que l'avenir de ce pays passe par le rassemblement de toutes les forces vives de la nation. Il y en a, nous venons du pays, il y a quelques partis qui se sont prononcés en faveur de cet appel, d'autres nous attendons. Et donc pour nous, nous pensons que la dynamique va se ressaisir, elle va faire preuve de sagesse, de perspicacité, et va nous rejoindre. Et ensemble, comme ça a été dit dans le texte, nous irons au dialogue et nous aurons un processus électoral crédible. Le problème de nos amis de la dynamique, c'est qu'ils confondent élection avec démocratie. La démocratie, c'est tout un tout. Les élections, ce ne sont qu'un aspect de la démocratie formelle. Les élections sont fréquentes en Afrique depuis la Bonne, depuis la sortie de Mandela. Les élections sont fréquentes, mais Mugabe est toujours au pouvoir. Alors que chaque année, il y a des élections au Zimbabwe. Et Paul Biya est toujours au pouvoir, Théodore Obiang, etc. Donc il y a un distinguo qu'il faut faire entre la démocratie et les élections. Ce n'est qu'un aspect. Comment voulez-vous parler des élections, par exemple, dans notre pays, lorsque un candidat à l'élection présidentielle vient pour tenir son meeting en apothéose? C'est le président Tshisekedi le 26 novembre 2011. J'étais là, je ne sais pas si les amis étaient là. Tous les membres du parti qui sont allés pour accueillir leur président afin d'aller tenir le dernier meeting, tête coupée, ensevelis dans des fosses communes, à Mitendi, à Maluku, à Kibomango et ailleurs. D'autres sur le fleuve Congo. Mais la question des droits de l'homme, c'est essentiel dans une démocratie. On ne respecte pas les droits de l'homme. Des questions d'importance nationale dans une démocratie doivent faire l'objet de concertations. On doit tenir compte de l'opinion du peuple, de l'opinion des grands dirigeants. Avant de signer Maastricht, vous avez vu Mitterrand en train de rencontrer tous les grands dirigeants du pays. Mais ici, des grandes questions d'importance nationale, on consulte personne. C'est un groupe de personnes qui se retrouvent quelque part à l'ex africain et qui décide du sort de tout un pays. Il n'y a pas de démocratie. Nous venons de vous parler du démembrement des provinces. Je vous rappelle, en 2009, M. Kabila, devant le Congrès, c'est-à-dire les deux chambres réunies, il dit que les conditions ne sont pas réunies pour démembrer les provinces en KE 26. Nos frontières sont poreuses, il y a affaiblissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, il y a les pays voisins, les allusions au Rwanda, à l'Ouganda, qui ont des agendas cachés sur l'est du pays, il y a la modicité de moyens. Pour tout cela, il n'est pas possible de créer des provinces maintenant. Cela risque d'amener encore des potentats, des petits potentats dans ce coin qui vont faire du n'importe quoi. Et pourtant, il y a risque de balkanisation. Alors, au nom de quelle logique? Sans transition, en 2 jours, on nous dit on vient de créer 26 provinces. C'est pour vous dire que le problème de nos amis, c'est qu'ils pensent que nous allons directement aux élections. Mais nous allons aux élections sans que l'on ait trouvé des garde-fous pour avoir une élection qui soit différente des 2 premières. Au nom de quelle logique les mêmes causes vont produire des effets différents. Voilà pourquoi nous pensons que le problème n'est pas dans notre camp. On ne peut pas nous reprocher quoi que ce soit. Vous vous rappelez qu'en 90, il y a eu l'ISORAL. Le président Tshisekedi a dit venez. Tout le monde n'a pas la même capacité d'endurance. Vous vous rappelez que pour aller au dialogue intercongolais, il y a eu Cotonou. Aujourd'hui aussi, nous sommes disposés. Qu'ils viennent, nous verrons ce qu'ils vont faire. Donc, nos relations, nous attendons qu'ils viennent. Nous sommes disposés.
Dans les discours qu'il a adressés au peuple congolais le 30 juin, le président Tshisekedi avait dit très clairement que le dialogue passe pour la voie royale pour sortir de l'impasse. Mais si nous constatons qu'il y a la mauvaise foi et qu'il y a des interprétations funestes, nous serons obligés de nous en remettre à notre peuple. Nous pensons que nous avons suffisamment démontré notre bonne foi et résoudre cette impasse par le dialogue, la concertation. Mais si le pouvoir continue à multiplier les manœuvres dilatoires pour retarder la tenue du dialogue, il y a assez d'ultimatums. Arrivé au mois de novembre, le dialogue deviendra sans sujet. Auquel cas, nous allons demander au peuple congolais de se prendre en charge. La question c'est parce que nous estimons que M. Kabila doit l'année prochaine partir et il doit partir. Oui, je rajouterais peut-être aussi que techniquement, selon plusieurs experts, évidemment, lorsque le dialogue se tiendra, s'il se tient avant novembre, on aura encore l'occasion d'avoir une autre expertise à ce moment-là. Mais actuellement, selon nos experts, le mois de novembre, c'est vraiment le deadline, la date limite au-delà de laquelle ce ne sera plus possible d'organiser des élections en déant le délai constitutionnel. Donc, passer ce cap, ce sera très difficile d'aller à un dialogue pour aider Kabila à entériner le glissement. Voilà pourquoi nous mettons le... Bon, je crois que nous avons fini. Merci au moins pour une fois aujourd'hui. On a respecté, c'était vraiment une conférence de presse. Pour le ministre, il peut applaudissez. Parce qu'il est là. Il est là. On peut tout dire, on peut